Europe 1, il est 7h45. L'interview vérité. Samuel, vous recevez ce matin la présidente de l'association La Brigade des Mères, Nadia Remadna. Oui, Nadia Remadna, dont le combat, vous allez le comprendre dans un instant, est au cœur de cette sombre actualité que nous vivons, au cœur de cette question: comment lutter contre le terrorisme. Bonjour Nadia Remadna, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On pourrait parler des heures de votre combat, mais nous n'avons que quelques minutes. Dites-nous, pourquoi avez-vous créé d'abord cette Brigade des Mères? Pour quels objectifs? Alors, j'ai créé la Brigade des Mères parce que moi, je suis travailleuse sociale. Et dans ma fonction, j'ai travaillé à l'éducation nationale et tout ça. Je ne pouvais pas aller au-delà de ma fonction parce que, vu que je représentais une institution, alors j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors, j'ai dit la Brigade des Mères. Pourquoi brigade? Je voulais tirer le signal d'alarme. C'est un mot fort, hein. Brigade, oui. C'est pas association, c'est Brigade des Mères. Non, je voulais tirer le signal d'alarme. C'est fait exprès, justement, pour alerter, justement. Parce que je me suis rendu compte depuis des années, la radicalisation qui était dans les quartiers, de plus en plus nombreuse. Et malheureusement, j'avais pas tort. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pourquoi les mères? Parce que je me suis dit, quelle que soit la mère, on la respecte. Et tout le monde a une mère. Donc, vous venez de le dire, votre association lutte contre la montée du radicalisme religieux, notamment chez les jeunes, également contre la déscolarisation dans les banlieues, pour la laïcité, pour l'égalité des sexes. Et votre combat, je crois qu'il peut se résumer aussi dans le titre de votre livre, qui interpelle, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez, avant, on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance, maintenant on a peur qu'ils deviennent des terroristes. Comment j'ai sauvé mes enfants? Voilà. Et ça, c'est une crainte, une peur sans doute de nombreux parents aujourd'hui. De nombreux parents, et aujourd'hui personne n'est à l'abri. Et aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que les religieux ont pris la place des institutions. Aujourd'hui, c'est le religieux qui emmène en vacances, c'est le religieux qui fait le CV. Les élus font appel aux religieux dès qu'il y a un problème. Comme il y a eu malheureusement dernièrement, on l'a vécu, on ne fait jamais appel aux maires. Il y a eu l'histoire des grands frères en 2010, on a appelé les grands frères, et maintenant on appelle les hommes et les religieux, on n'appelle jamais les maires, et pourtant elles sont les premiers concernés. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Et dans les quartiers, malheureusement, le religieux a pris la place. Voilà, il est partout. C'est les religieux qui décident de tout. Ça, c'est votre constat du quotidien. Oui. Vous qui échangez avec tous ces parents qui ont connu la radicalisation d'un enfant, parce que je sais que vous recevez ces parents, vous échangez avec eux et avec d'autres parents, vous devez le savoir. D'où vient le mal? Qu'est-ce qui provoque la radicalisation? Qui sont les coupables? Alors, d'où vient le mal? Alors, il y a plusieurs. Il y a des gens qui sont musulmans, qui sont convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire comme le prophète. On a des gens qui sont religieux, pour eux c'est une mission. Et on a d'autres malheureusement qui sont victimes, qu'on arrive à convaincre et tout ça de devenir musulmans, surtout quand ils ne sont pas à la base musulmans. Mais on sait qui sont les recruteurs? Ça peut être n'importe qui, ça peut être le gardien d'immeuble, ça peut être l'éducateur sportif, ça peut être l'animateur de l'école, ça peut être n'importe qui, ça peut être le voisin, c'est pas forcément à la mosquée. Après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, je pense que vous l'avez entendu, la famille de l'un des deux terroristes a expliqué comment elle avait elle-même constaté la radicalisation de son enfant et que son appel n'avait pas été entendu. Vous pensez que cet attentat aurait pu être évité si on avait entendu l'appel de cette famille? Non seulement cet attentat, d'autres attentats, parce qu'on a alerté, moi ça fait des années que j'alerte, on a alerté, mais le problème quand on alerte, on nous dit le salafisme n'est pas un délit. Et le problème qui se passe, ces gens-là ne se cachent pas, en fin de compte, sous couvert d'association. Par exemple, comme pour les cours d'arabe. Sous couvert d'association, on sait que c'est des cours coraniques, et ce ne sont pas des cours d'arabe, mais tout le monde le sait. Vous mettez en garde d'ailleurs contre ces cours d'arabe. Et tout le monde sait que ce sont des cours d'arabe. Par exemple, on a un exemple. Par exemple, on a une association dans notre ville, où par exemple, quand vous allez... On est à Sevran, c'est ça? À Sevran, quand vous allez inscrire votre enfant pour faire les cours qui disent arabe, mais qui sont coraniques, par exemple, la maman n'a pas le droit de rentrer pour inscrire son enfant. Celui qui fait les cours d'arabe se cache derrière la porte et fait rentrer les enfants. Et ça, tout le monde le sait, j'ai plein d'exemples comme ça. Le problème, c'est que je suis très pessimiste, parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est ceux de 13-14 ans qui arrivent, ce sont des bombes à retardement, parce qu'on n'a rien à côté. Aujourd'hui, le religieux a tout remplacé. Et vous insistez sur la responsabilité des familles, des mères notamment. Je parlais à l'instant d'une première famille, d'un de ces deux terroristes. La mère de l'autre terroriste, de Saint-Étienne-du-Rouvray, a assuré, elle, qu'elle n'avait rien vu venir. Que rien dans le comportement de son fils de 19 ans n'avait pu laisser deviner sa radicalisation. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pensez que ça peut passer inaperçu? Ça dépend si vous êtes déjà religieux ou pas. Si vous êtes de confession musulmane, si votre enfant fait la prière et fait le ramadan et s'interdit des trucs, à la base, vous dites c'est sa religion. Voilà. Vous tirez pas de signal d'alarme. Mais quand le changement vient du jour au lendemain,
tout de suite, effectivement, vous posez des questions. Votre enfant qui écoute pas de musique, qui va plus au mariage parce qu'il y a une mixité et tout ça, bien sûr, ça interpelle. Mais il y a les mamans, elles ont tellement peur de perdre le lien avec leurs enfants. Alors, elles essayent de maintenir et elles rentrent dans le jeu de leur enfant. Et n'oubliez pas qu'on leur apprend à mentir à ces jeunes-là. Quand vous êtes à la maison, vous ne vous comportez pas de la même façon. Vous êtes gentil avec vos parents, vous respectez votre mère, vous aidez votre mère. Et moi, une fois, il y a une maman qui est venue qui me dit « Ah, mon enfant, il est super gentil. Depuis un moment, il me prépare le petit-déj. Je lui dis « Bah non, là, c'est pas normal. » Attention. Attention. Et justement, aux parents qui nous écoutent ce matin, que dites-vous? Quels conseils vous leur donnez pour qu'aucun enfant, aucun autre jeune ne tombe dans le piège de la radicalisation? Moi, je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux avoir des doutes. Il vaut mieux avoir des préjugés, voilà, en faire trop, mais il ne faut pas rester tout seul. Et souvent, les familles nous disent qu'ils ne peuvent pas le dire à la famille, parce que quand vous êtes déjà de confession musulmane, le dire à la famille, particulièrement aux hommes, ils vont dire « et alors ?» Et alors, il ne fait que pratiquer la religion. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de filles qui se convertissent très 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 jeunes. C'est ce que vous constatez? Voilà, de plus en plus de filles de 14 ans, 15 ans qui veulent faire comme les copines. Qu'est-ce que doivent faire les parents de ces enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est une très bonne question. Alors déjà, on leur dit de ne pas rester tout seul. Déjà, et ils ont peur parce que c'est pas évident, parce qu'il y a le Stop Djihadiste. Stop Djihadiste, c'est quelqu'un que vous avez au bout du fil. Oui, c'est un numéro de téléphone, voilà. C'est un numéro de téléphone, c'est pas évident. Il faudrait que vous avez quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous comprenne. Parce que le problème, c'est que, comme je dis, on a peur de couper le lien avec nos enfants. Alors, ils n'ont pas vraiment d'outils. Le seul outil, c'est ne pas rester tout seul, en parler. Et puis, vous prenez aussi une éducation ferme, avec, pourquoi pas, vous le dites, une paire de baffes de temps en temps. Oui, une paire de baffes de temps en temps. Et puis après, sortir, parler avec ces salafistes, là, les malabars du quartier, et que la République reprenne la place. Et le problème, c'est que nous, on est confrontés à un problème où les politiques ne travaillent qu'avec les religieux. Ils flirtent avec eux. En fin de compte, le problème, c'est que c'est ça qui se passe dans les quartiers. Le religieux, on dirait que c'est lui le maire. L'imam de Sevran, on dirait que c'est lui le maire. Ils ont pris la place partout, ils sont partout. Je reviens en politique dans un instant, mais je voudrais revenir sur la baffe. Vous savez que l'Assemblée nationale a adopté début juillet un amendement pour interdire les châtiments corporels en France. Oui, mais vaut mieux une claque que... Voilà. Bon. Alors, je reviens en politique maintenant. En mai dernier, avec d'autres maires, vous avez lancé un appel dans l'Obs, demandant au président Hollande de faire taire les recruteurs de Daesh, de remettre les quartiers au cœur de la République. Est-ce qu'il a été entendu, cet appel? Est-ce que l'Élysée vous a répondu? Pas du tout. Non. Ça fait 1 an avant que j'écris mon livre, l'année dernière, le 8 mars de l'année dernière, il m'avait invité, il avait promis qu'il allait venir à Sevran, il n'est toujours pas venu. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, j'ai peur que ce soit le Front National qui reprenne notre combat. Et ça nous fait très très peur. Justement, à 8h20 ce matin, je reçois Florent Rian-Philippot, numéro 2 du Front National. Est-ce que vous voulez que je lui fasse passer un message? Est-ce que vous avez une question? Oui, mais la question que j'ai à lui poser, comment lui aussi est dans la haine de Daesh, parce que son discours fait peur, autant que le discours de Daesh. Pour moi, il fait autant peur que le discours de Daesh. Mais malheureusement, dans ce que dit le Front National, tout n'est pas faux, et c'est ça qui est dangereux. Et c'est comme disent les gens de Daesh, tout n'est pas faux, parce que quand vous parlez avec des jeunes, ils disent oui, on n'a pas d'école, on n'a pas ceci. En fin de compte, le Front National mélange un peu le vrai avec le faux, et les gens tombent dans le piège. Nadia Remadna, je crois que vous êtes menacée dans votre quotidien, de même que vos 4 enfants. Est-ce que vous bénéficiez désormais d'une protection policière? Je ne bénéficie de rien, j'ai dû arrêter mon travail, je n'ai plus de ressources, je n'ai pas le droit au RSA parce que je suis salariée, j'ai le droit à rien, j'ai le droit qu'à me dire tout simplement que j'étais courageuse et puis c'est tout. Et actuellement, c'est moi qui dois... En fin de compte, je suis une lanceuse d'alerte, mais j'aurais peut-être... Je regrette pas ce que je fais, mais c'est pas le combat de mes enfants, c'est le combat de tout le monde. Et c'est moi qui paye très très cher. Les lanceurs d'alerte qui se retrouvent parfois bien seuls après. Merci beaucoup Nadia Remadna. Avant de se quitter, je voudrais citer la philosophe Elisabeth Badinter à votre propos. Je considère que Nadia Remadna, au même titre qu'un nombre croissant d'intellectuels arabo-musulmans qui prennent la parole avec courage, sont les représentants actuels des Lumières. Voilà ce que dit Elisabeth Badinter. Merci encore Madame Remadna.